Mes parents et toute ma famille ont toujours vécu au Maroc. Moi, je suis partie à l'âge de 8 mois avec mon frère jumeau et mes grands-parents. Donc, j'ai été élevée par mes grands-parents. Je les ai toujours considérés comme mes parents aussi. Je les ai jamais appelés papy, mamie, grand-père. Je les ai toujours appelés papa, maman. C'est avec lui que j'ai commencé le football. On faisait tout ensemble quand on était jeunes. Quand j'étais à la maison, je prenais sa casquette de gendarme, je la mettais sur moi. Je le voyais, je le trouvais trop beau dans son uniforme. Et j'ai suivi cette voie pendant 5 ans, puisque à l'époque, le football, c'était pas vraiment un métier. Donc il fallait travailler à côté. Et voilà, j'ai choisi ça. Et j'étais gendarme et joueuse en même temps pendant 5 ans. Mais c'était 5 belles années. J'ai toujours été là dans les bons, dans les mauvais moments. Et, et ouais, il y a beaucoup de choses que les gens ils voient pas, que les gens savent pas. Ils voient que le bon côté quand on est dans l'équipe nationale, que les gens nous suivent, qu'on fasse avancer les choses. Mais c'est pas facile. Avant, on l'a fait dans l'ombre, personne ne nous connaissait. Il n'y avait pas forcément le soutien qu'il y a aujourd'hui. Donc ces années-là, ouais, c'était pas facile. J'ai ma famille au quotidien avec moi. Et puis j'ai mes amis. Les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, je pars de ce principe-là. Donc surtout quand tu voyages beaucoup, c'est difficile de garder des liens solides, même si j'en ai quand même quelques-uns. Mais ouais, c'est beaucoup de... Faut pas avoir peur de se retrouver seul comme ça du jour au lendemain et de tout recommencer à zéro à chaque fois. Dans Confie-toi, je reçois des femmes inspirantes qui se dévoilent autrement. Elles se racontent sans détour, elles se livrent, parfois se délivrent, révélant une autre facette d'elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Salma Amani, la footballeuse, une lionne de l'Atlas qui a marqué avec ses coéquipières l'histoire du football féminin au Maroc, notamment à travers la qualification au Mondial 2023 en Australie. C'était une première pour le pays. Salma est une joueuse d'expérience. Elle a évolué dans plusieurs clubs en France, à New York, en Arabie Saoudite et aujourd'hui au Wydad. C'est une joueuse qui a contribué à faire évoluer les mentalités et a ouvert la voie aux nouvelles générations. Bonjour Salma, merci d'être ici, merci d'avoir accepté de te confier. Bonjour Pauline, merci à toi pour l'invitation, c'est un grand plaisir d'être là avec toi. Salma, quand je t'ai proposé en fait de participer à cet échange, tu m'as dit oui spontanément. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici ? Bah, c'est super important, je trouve qu'encore aujourd'hui dans le football féminin, on manque de visibilité et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation parce qu'on a besoin de gens comme toi qui puissent être là à parler de ce que peuvent faire les femmes marocaines dans l'évolution dans tous les domaines, que ce soit le sport ou ailleurs. Donc voilà, si je peux aider à ma petite échelle à avoir un peu plus de visibilité, c'est avec grand plaisir. Ce podcast est un format qui prend le temps de revenir sur des parcours. Le tien, il a démarré très tôt. Est-ce que tu as des souvenirs de tes premiers moments, ballon au pied ? Alors les tout premiers, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai commencé très très tôt. Je devais avoir 3 ans avec mon frère jumeau et nos amis. Donc c'était très très jeune, mais le souvenir que j'ai tout le temps en tête, c'est quand j'ai eu ma première paire de crampons. Je venais de m'inscrire dans mon premier club, j'avais 5 ans. Et j'avais pas encore de paire de crampons. Et c'était... Pour mes grands-parents, c'était difficile de voilà, nous acheter une paire. Et en fait, le premier coach que j'ai eu, il m'a dit « Salma, viens avec moi », j'étais la seule fille de l'équipe. Donc j'étais un peu la chouchoute. Il m'a dit « Viens avec moi, viens avec moi ». Et un jour, il m'a ouvert une porte. Et quand j'ai ouvert cette porte, il y avait un local rempli de crampons. Alors usagés, certains plus que d'autres. Mais pour moi, c'était, entre guillemets, la caverne d'Ali Baba, parce que voilà, je pouvais choisir ce que je voulais. Et c'est ce qu'il m'a dit, choisis la paire que tu veux. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première paire de crampons et que j'ai démarré comme ça en club. Tu parles de tes grands-parents parce que tu n'as pas eu une enfance qui est banale en fait. Tes parents t'ont envoyé à l'âge de 8 mois en France avec ton frère jumeau, avec ton grand frère pour grandir auprès de tes grands-parents. Comment ils t'ont élevé, tes grands-parents ? Alors ouais, je suis partie assez tôt. Mes parents et toute ma famille ont toujours vécu au Maroc. Moi, je suis partie à l'âge de 8 mois avec mon frère jumeau et mes grands-parents. Donc j'ai été élevée par mes grands-parents. Je les ai toujours considérés comme mes parents aussi. Je les ai jamais appelés papy, mamie, grand-père. Je les ai toujours appelés papa, maman. Ils m'ont élevée dans la simplicité, dans le respect. Ils m'ont inculqué les valeurs qui font qui je suis aujourd'hui. Et voilà, on venait tous les étés pour voir mes parents et mes frères et sœurs.
Et même si c'était court, mais on passait 2 mois pleins ici. Donc, ouais, c'était une enfance assez atypique, mais j'ai quand même. C'est pour moi une des meilleures enfances que j'ai eues. Voilà, comparé. Quel lien tu as réussi à construire avec tes parents et tes autres frères et sœurs qui étaient restés ici? Alors, plus jeune, c'était plus compliqué parce qu'on se voyait pas souvent, on se voyait que les 2 mois d'été. Mais on passait 2 mois comme si on s'était jamais quitté, quoi. Donc, les retrouvailles, c'était toujours un moment rempli d'émotions parce que à l'époque, on venait en voiture, on faisait 3 jours de route, le bateau. Et puis, ma famille nous rejoignait au port de Tanger. Et comme mon père était gendarme, à chaque fois qu'on descendait du bateau, on le cherchait au loin avec sa tenue de gendarme. Et dès qu'on l'apercevait, on partait en courant et on leur sautait dans les bras. Et c'était à chaque fois le meilleur moment des vacances d'été. C'était incroyable. Très fusionnel alors. Très, très fusionnel. Tu as un frère jumeau, tu l'as dit, je l'ai dit aussi. Quelle place il a dans ta vie, dans ton parcours? Alors, c'est avec lui que j'ai commencé le football. On faisait tout ensemble quand on était jeunes. On était dans la même classe, dans le même club. Après l'école, on sortait jouer au football. On faisait tout ensemble. Et il y avait des petits moments de rivalité par moment. Quand on jouait, par exemple, avec nos amis, on essayait de temps en temps de jouer l'un contre l'autre. Et du coup, il y avait toujours cette petite rivalité qui va gagner. Après, on chambrait. Mais c'était jamais méchant. Mais c'était toujours... c'était très fusionnel, très dans la taquinerie. Ouais, c'était surtout ça. Et un peu de compétition aussi. Petite, tu as évolué dans le club de Brest, après tu as fait FC Lorient, Mhm. et tu as été repérée à l'âge de 14 ans tu as intégré Clairefontaine en fait. Comment ça a été cette adolescence en fait, à Clairefontaine? Alors, je dirais que c'était un peu compliqué de quitter la famille, le cocon familial, forcément. Surtout que j'étais très jeune, j'avais 14 ans, 14-15 ans. Et les premières semaines sont assez compliquées parce que on sait pas trop où on arrive. Parce qu'à l'époque, je connaissais pas Clairefontaine, je savais pas ce que c'était. Je pensais être la seule à jouer au football. Je me retrouve avec les meilleures joueuses de France. Donc, mais après, au fur et à mesure, on retrouve une deuxième famille aussi. Parce qu'on passe la semaine ensemble, les week-ends ensemble. Donc, ouais, on retrouve une deuxième famille et des amitiés aussi qui se créent. Donc, après l'école, un peu plus compliqué parce que à ce moment-là, on pense beaucoup au football et on délaisse un peu les études. Donc, j'ai eu un petit creux niveau école. Mais bon, après, je me suis remise un peu au boulot aussi. Mais à ce moment-là, j'avais pas trop conscience de l'importance de continuer ses études, même en étant footballeuse. Et je m'en suis rendu compte après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, quand je parle aux jeunes, je leur dis que c'est super important de continuer ses études, de finir ses études, d'avoir des diplômes. Parce que le football, c'est pas un métier éternel. Donc voilà, très important. Est-ce que tu as toujours des contacts avec des footballeuses que tu avais côtoyées à l'époque? Oui, toujours. Puis avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Donc oui, on prend des nouvelles, on suit le parcours de chacune. Certaines qui sont en sélection nationale dans leur pays, les différents clubs, etc. Donc, comme j'ai joué pas mal d'années en France, je suis aussi championnat français. Donc, ouais, toujours un peu de nouvelles, mais beaucoup moins parce que maintenant, chacun a sa vie aussi, donc c'est plus compliqué. Clairefontaine a été ta première séparation avec ton frère jumeau? Ouais. Comment tu as traversé cette période? Alors, c'était compliqué. Je revenais, la première année, je revenais tous les week-ends, donc ça me permettait de le voir un petit peu, sauf que le week-end, je partais avec mon club. Donc, en fait, j'avais très très peu de temps. Donc, pendant ces 3 années, c'était des moments où on se voyait beaucoup moins. Mais ça n'a jamais enlevé ce lien qu'on avait, lui et moi. Parce qu'après, quand je suis revenue en Bretagne, on a pu se retrouver un peu plus. Ouais. Mais voilà, après, en grandissant, c'est différent. Mais ouais, première séparation, oui. Qui n'était pas facile. Le foot, c'est ta passion, mais pour vivre, il a bien fallu travailler. Tu as choisi de suivre la voie de ton papa, qui était à l'époque gendarme ici à Rabat, toi c'était en France. C'était un choix naturel pour toi? Ouais, je pense que la gendarmerie, c'était comme ma deuxième vocation un peu, parce que quand je venais les étés ici au Maroc, mon père travaillait encore et il m'emmenait souvent avec lui à la caserne. Et c'est vrai que ça m'a donné toujours ce goût de l'uniforme. J'adorais l'uniforme, quoi. Quand j'étais à la maison, je prenais sa casquette de gendarme, je la mettais sur moi. Je le voyais, je le trouvais trop beau dans son uniforme. Et c'est vrai que je pense que
c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller dans cette voie-là. J'ai toujours j'ai toujours aimé aussi le côté un peu carré, on va dire, parfois un peu dur. Donc le côté militaire, j'aimais beaucoup. Et voilà, j'ai suivi cette voie pendant 5 ans, puisque à l'époque, le football, c'était pas vraiment un métier. Donc il fallait travailler à côté. Et voilà, j'ai choisi ça. Et j'étais gendarme et joueuse en même temps pendant 5 ans. Mais c'était 5 belles années. Donc pendant 5 ans, tu as été dans la gendarmerie et tu as été aussi footballeuse. Donc tu as évolué en fait dans des clubs, si je ne me trompe pas, Guingamp et Fleury. Comment tu as réussi à mener les deux de front? À quoi ressemblaient tes journées? Alors c'était compliqué. Alors ces 5 années en gendarmerie, j'étais à l'en avant de Guingamp. Et j'étais au PSIG, c'est un peloton d'intervention. Et en fait, on est de garde souvent 24 heures, c'est-à-dire que je travaillais la journée, je travaillais la nuit. Donc j'avais ma patrouille de journée. Pendant la journée, j'avais une patrouille. Ensuite, à la fin de ma patrouille, vers 17-18 heures, je prenais mes affaires, je partais en courant à l'entraînement. Je m'entraînais et ensuite je repartais encore en courant au travail. Et même pendant mes entraînements, quand j'étais de garde, j'avais mon téléphone de fonction parce que si on m'appelait pour une intervention, j'étais obligée de quitter l'entraînement pour partir au travail. Ça n'est jamais arrivé, j'ai eu de la chance. En tout cas, quand j'étais à l'entraînement, ça n'est jamais arrivé. Et ensuite, j'avais ma patrouille de nuit qui durait en général 4 heures quand tout allait bien. Et ça pouvait être 5, 6, 7 heures si on avait des interventions qui se passaient pendant la nuit. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Une fois, je devais jouer contre Lyon un samedi. Et on avait rendez-vous à 10 heures du matin avec l'équipe. Ouais. Et la veille de nuit, j'étais de patrouille 3h, 7h du matin. Donc j'ai terminé ma patrouille à 7h, on va dire 7h, 7h30. Et j'ai pas eu le temps de ne serait-ce dormir un petit peu. Je suis rentrée de patrouille, je me suis douchée, j'ai mangé un petit bout, je me suis préparée, et puis j'ai dû aller au rendez-vous pour jouer contre l'Olympique Lyonnais, qui est quand même la plus grande équipe en France. Donc ouais. c'était une journée très très longue et très fatigante. Comment durant ces 5 ans tu as tenu le rythme? Je pense qu'en fait, c'était comme si j'étais un robot en fait. J'y pensais pas. Je pensais pas à la fatigue, je faisais ce que j'avais à faire. Et c'est seulement une fois que j'ai terminé la gendarmerie que je me suis rendu compte et je me suis dit, mais comment j'ai fait? Parce que c'est vrai que j'étais épuisée, mais j'y pensais pas. Du coup, ouais, c'était de façon robotique, on va dire. Je pensais pas à la fatigue. Parce que j'aimais mon métier de gendarme, mais j'aimais aussi mon métier de footballeuse. Donc, ouais, j'y pensais pas forcément pendant ces 5 années. Et quand, il y a 5 ans, un beau jour, tu as dit stop à la gendarmerie, ça a été difficile ce choix? Ouais, j'ai dû faire un choix parce que je pouvais pas continuer encore les deux en même temps. Ça a été difficile, non, parce que j'ai choisi sans hésiter le football, mais j'ai quand même eu un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir continuer la gendarmerie, même si je m'étais dit que je pouvais y retourner peut-être plus tard. Malheureusement, il y a une limite d'âge aussi pour passer les tests, donc aujourd'hui j'ai dépassé cette limite d'âge. Mais je peux toujours continuer à faire des missions courtes si je veux en tant que réserviste. Donc si peut-être plus tard, après ma carrière sportive, peut-être que j'y retournerai de temps en temps. Sachant que j'ai toujours des bons contacts avec mes collègues, mes supérieurs qui me suivent encore aujourd'hui. Donc pourquoi pas, on verra bien. Mais c'est un choix facile, mais qui a fait mal quand même. Ouais, j'imagine. En 2012, tu as été appelée pour intégrer les Lions de l'Atlas. C'est qui t'a contacté? Alors, c'est le coach de l'époque. Je reçois un appel, un numéro marocain, j'étais en France. Et au début, je pensais que c'était ma famille qui prenait des nouvelles. Et ensuite, quand j'ai su que c'était le sélectionneur du Maroc, j'étais assez étonnée, surprise. Je vous avoue que mon corps a commencé un petit peu à... Je me suis dit, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Parce que je ne savais pas à l'époque que le Maroc avait une équipe nationale féminine. Et du coup, j'ai posé pas mal de questions. Et il m'a proposé de venir faire un stage à Rabat, que j'ai accepté de suite d'ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la sélection, que j'ai découvert les joueuses, le Botola aussi, parce que je ne savais pas qu'il y avait un championnat ici au Maroc. Donc voilà, ma première expérience ici au Maroc. C'était pour toi, c'était irréel en fait. Ah, c'était irréel complètement. J'étais contente parce que mon pays, le Maroc, moi je pensais
et qu'avec notre culture, la mentalité qu'on peut avoir aussi, ça n'existait pas du tout. Donc à aucun moment ça a traversé mon esprit. Donc quand il m'a appelée, j'étais super contente de pouvoir enfin représenter mon pays, tu vois. Donc ouais, c'était un moment de joie, de fierté, de stress un peu, parce que ça allait être une grande découverte aussi. Donc voilà, mais c'était vraiment une belle journée, ce jour-là. Et raconte-moi ces premiers pas Alors, avec l'équipe. Alors, ces premiers pas, j'arrive au centre, découverte du centre aussi. Bon, c'était le centre de l'époque, pas celui d'aujourd'hui. Celui d'aujourd'hui, il est vraiment au-dessus du lot, il est incroyable. Mais j'ai découvert ouais, l'ancien centre. Et c'était des moments que j'oublierai jamais parce que c'était peut-être des conditions un peu plus compliquées, mais c'était des moments où voilà, on se rattrape sur d'autres choses. Sur le groupe, la vie du groupe, l'atmosphère. Enfin, c'était encore à l'époque un truc tout bête, hein, mais la cuisinière à l'époque, c'était celle qui nous faisait des plats comme maman à la maison, etc. Même si à l'époque, c'était pas. Niveau diététique, c'était pas forcément le meilleur, mais on adorait quand même s'asseoir à table et avoir nos petits plats comme si on était à la maison. Donc, c'était des petits moments comme ça, on se retrouvait un peu comme si on était avec nos frères et sœurs à la maison. Et voilà, ouais. Avant de continuer à parler sur les lions de l'Atlas, je t'invite à écouter le message d'une personne que tu connais très bien et qui te connaît très bien. Ah. Si tu peux mettre le son Ouais. un peu plus fort. Et on va l'écouter. Tu vas l'écouter. Et on en parle après. Ça me fait stresser, ça. Alors. Coucou Salma, c'est Hello. Bon, tu me connais, je suis pas la plus expressive avec les mots. Bon, la plus expressive tout court. Donc, je voulais juste partager quelques mots. Et je vais commencer par notre rencontre à Dijon. Et honnêtement, à l'époque, bah voilà, j'aurais jamais imaginé que tu allais devenir quelqu'un d'aussi important pour moi. Parce que tu sais, maintenant, bah, je te considère comme ma sœur. Et ce qui m'a marqué chez toi, c'est que je pense que ceux qui te connaissent, ils peuvent comprendre. C'est que on n'a pas besoin de te demander quelque chose deux fois. T'es là, un point c'est tout, que ce soit pour un truc sérieux, pour une galère ou même juste pour passer un bon moment, pour rigoler. Tu réponds toujours présente et ça, c'est quelque chose qui est rare et c'est une de tes très grosses qualités chez toi. Et je voulais aussi revenir un peu sur des moments sportifs qu'on a vécu ensemble, avec des moments qui resteront, je pense, gravés à jamais dans nos mémoires. C'est notre CAN 2022 avec cette première qualification en Coupe du Monde. Et après, ces huitièmes de finale de Coupe du Monde. C'est des moments qu'on a envie de mettre dans une boîte et de les garder pour toujours. Et on les aura toujours dans un coin de notre tête. Et peut-être que c'est des moments qu'on ne revivra jamais. Donc, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli, qu'on peut encore, bien sûr, accomplir d'autres choses. Mais on a ouvert la voie aux jeunes filles marocaines et peut-être qu'aujourd'hui, on peut leur permettre de rêver plus grand. Voilà, donc maintenant, je vais te poser une question. On sait toutes les deux le chemin qu'on a parcouru. Est-ce que 20 ans en arrière, t'aurais imaginé vivre tout ça et surtout faire vibrer autant de Marocains à travers le monde? Voilà, bon, je te laisse finir ton podcast et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était Elodie Nakache. J'ai l'impression que c'est elle qui s'est confiée là. Ouais, c'est pas une grande bavarde d'habitude. Ouais, elle me connaît bien. Ça me touche de l'entendre parce que. Faut que je reprenne mes ailes. Elodie, c'est pas une grande bavarde. Et là, elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit, elle a parlé de Dijon, là où vous êtes rencontrés. Elle a dit aussi que vous avez traversé, vous savez toutes les deux ce que vous avez traversé. J'imagine que c'est pas facile en fait, hein, de traverser tout ce que vous avez. Ouais, il a fallu quelques petits modèles pour se rappeler un peu des galères, des moments que les gens voient pas. Ça n'a pas toujours été facile. Je l'ai connu à Dijon, ça a toujours été. Enfin, ça a été tout de suite fusionnel entre elle et moi. C'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. C'est une fille qui est assez discrète, qui parle pas beaucoup. Donc qu'elle puisse dire ça dans un audio et que je puisse le diffuser comme ça à quelques personnes qui sont autour de moi, là, ça me touche parce que. Elle a toujours été là quand j'ai eu besoin.
comme elle a dit, moi aussi, des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans sa vie, à part la famille, bien sûr, mais... Bien sûr. Et voilà, elle a toujours été là dans les bons, dans les mauvais moments. Et, et ouais, il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas, que les gens ne savent pas. Ils voient que le bon côté quand on est dans l'équipe nationale, que les gens nous suivent, qu'on fasse avancer les choses. Mais c'est pas facile. Avant, on l'a fait dans l'ombre, personne ne nous connaissait. Il n'y avait pas forcément le soutien qu'il y a aujourd'hui. Donc, ces années-là, ouais, c'était pas facile. Et puis on a besoin de gens comme ça autour de soi pour continuer. Parce que quand tu fais quelque chose qui te tient vraiment à cœur et que tu vois qu'autour, les gens le voient pas ou te soutiennent pas ou au contraire essayent de te... Eh ben, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Elle t'a posé une question, elle t'a demandé si 20 ans auparavant, tu aurais imaginé vivre tout ça. Non, justement, jamais. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, le fait qu'on puisse changer pas mal de mentalité aussi, les choses, ou ouvrir la voie à certaines jeunes filles que je vois aujourd'hui dans la rue, c'est une grande fierté, mais vous imaginez pas à quel point, mais on se rendait pas compte sur le moment, c'est après qu'on s'est rendu compte. Et c'est un peu une récompense à tous ces efforts, en fait. Et c'est ça qui fait du bien quand tu vois aujourd'hui comment ça se passe et l'évolution du football féminin ou du football en général au Maroc. Nous, on sait qu'on a fait partie des gens qui ont contribué à ça, mais ça fait longtemps que ça a commencé, en fait. Et ouais, quand tu repenses aux premières années, ça donne ce résultat où t'es un peu rempli d'émotions et tout. Mais aujourd'hui, c'est que du bonheur et je souhaite à l'équipe nationale et à toutes les joueuses marocaines et à toutes les jeunes filles qui veulent faire du football de vivre des moments comme ça et que ça continue encore à évoluer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et voilà, ouais. Quand je vois tout ça aujourd'hui et quand je repense à tout ce qu'on a vécu, non, pour répondre à la question, j'aurais jamais pensé être là où je suis, là où on en est, là où en est le football féminin marocain, jamais. Les Lions de l'Atlas, elles ont fait, tu as participé à ces exploits, dont la qualification au mondial en 2023. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en Australie? Alors, le moment qui restera gravé, c'est le moment, je pense, que beaucoup de Marocains ont vu via les réseaux sociaux. Ce moment où on attend le résultat du match de l'Allemagne pour savoir si on passe au prochain tour, si on est qualifié ou pas. Où on se met en cercle et on attend, il y a 2-3 joueuses qui ont un téléphone pour suivre le résultat en direct. Et c'est un moment de stress mais intense. Et le stade est encore plein, tout le monde attend la réponse, on entend au loin c'est bon, on y est, mais on n'y croit pas trop. Puis là, il y a une deuxième joueuse qui le dit, et puis là, c'est l'explosion, quoi. L'explosion de joie. Je peux même pas te dire, t'exprimer exactement ce qu'on ressent à ce moment-là, parce que c'est un mélange d'émotions. Je pense à ma famille, je pense à justement tous ces moments qu'on a vécu pour en arriver là. T'as envie de pleurer, t'as envie de crier, de sauter, de t'allonger. Enfin, c'est un moment que, voilà, c'est juste que ça explose à l'intérieur de toi. Et franchement, ouais, c'est le moment pour moi que j'oublierai jamais cette Coupe du Monde. La qualification, elle est passée par la CAN 2022, où vous avez terminé vice-championne. Après cette finale, quand vous êtes rentrée dans les vestiaires, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le coach? Bah, déjà, c'était notre première CAN, il y avait beaucoup de pression. Voilà, c'est un peu la découverte pour chacune des joueuses et tout. Nous, c'était match après match, prendre du plaisir, jouer comme on sait faire. On a le soutien du public. Voilà, on l'a vu aussi par nos yeux quand on arrive dans les stades et que les stades sont pleins alors qu'on s'y attend pas du tout. Donc on a senti que ce qu'il disait c'était vrai, ça devenait réel. Donc ouais, juste jouer notre football et puis voilà. Après bien sûr on parle des objectifs à atteindre, mais ça chaque joueuse en était consciente déjà. On se donne chacune, de toute façon les objectifs sont les mêmes hein, quand on part en sélection nationale.
Il n'y avait pas de doute, d'hésitation là-dessus, tout le monde avait le même objectif. Donc, Mais la défaite, elle n'était pas difficile? la défaite a été difficile, mais quand tu penses à d'où on vient et ce qu'il nous reste à faire, et c'est que le début en fait d'une belle aventure, et une belle et longue aventure. Donc oui, il y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la colère sur le moment, mais c'est aussi une porte ouverte vers les prochains objectifs qui seront de plus en plus grands, on va dire. Donc mitigé, on va dire, entre les deux, quoi. On va parler maintenant de cette CAN là, féminine qui a été reportée. Elle devait se dérouler en mars. Elle a été reportée au mois de juillet. L'annonce a été faite quand vous étiez en concentration. Comment tu as réagi à chaud? Alors, déçue, honnêtement, parce que on était en plein stage de prépa. Donc déjà préparé dans ta tête à passer de longues semaines avec l'équipe, à se préparer, à travailler dur avant de démarrer la compétition. Donc c'est comme si on te coupait un peu l'herbe sous le pied. Ouais. C'est que voilà, t'es sur le tremplin après et puis on te l'enlève, quoi. Donc déçu. Après voilà, c'est des choses qu'on peut pas maîtriser. Donc faut tout de suite se réadapter et puis continuer à travailler, parce que honnêtement c'est ce qui s'est passé pendant le stage. On a continué le stage comme si on préparait la CAN, donc voilà, il y avait les matchs amicaux, les entraînements, et après il y a le retour en club, et puis tu te réadaptes mentalement, mais tu continues en fait le travail quotidien, ça change rien à la réalité des choses. Tu continues juste à t'entraîner, à te préparer, et puis voilà, bien sûr la déception, parce qu'on a tous envie de jouer des compétitions. Si on pouvait jouer des compétitions tous les 2 mois, on le ferait. C'est pas le cas. Après voilà, c'est des choses qu'on maîtrise pas, on accepte, et puis voilà, on se réadapte juste, et puis continuer la préparation pour la CAN. Après la CAN masculine où il y a eu tant de rebondissements, vous arrivez, en tout cas vous allez arriver, la CAN féminine va arriver, va être organisée. Est-ce que pour toi c'est une CAN sous pression? Sous pression, je dirais, en tout cas pour les joueuses, toujours sous pression, parce que ça sera la 3e CAN à la maison. Donc forcément, il y aura une pression de résultat, parce que les 2 premières, tu perds en finale les 2 fois. Après, je pense qu'il y aura aussi la pression de tous les Marocains, parce que ce qu'on a vécu avec la CAN des garçons, ça a été difficile pour tout le monde. Je pense qu'on a tous mis des semaines, voire plusieurs mois à un peu digérer la chose. Mais on va pas faire d'amalgame entre les deux. Nous, ça reste la réalité du terrain. L'objectif, c'est de gagner cette CAN. Et on pensera pas à ce qui s'est passé. Qu'on joue un match avant cette CAN ou après cette CAN, des garçons, je parle, faut le gagner. Une compétition, faut la gagner. Voilà, c'est le seul objectif qu'il y a dans la tête. Tout ce qui s'est passé avant, ça nous concerne pas directement, mais je veux dire, on n'y pensera pas. Le but, c'est de gagner cette compétition, point barre. Le football a une place quasi exclusive dans ta vie. Qu'est-ce que ça t'a coûté peut-être dans ta vie de femme? C'est beaucoup de sacrifices au quotidien. Disons que déjà l'instabilité, dans le sens où quand tu changes de club, tu changes de ville, parfois tu changes de pays. Je suis une fille qui est assez sociable, donc je m'adapte assez rapidement. Mais tu fais des rencontres, tu crées des liens, puis ensuite tu te sépares. Ensuite tu refais des rencontres, tu recrées des liens. Donc c'est vrai que la vie sociale, c'est plus compliqué, la vie familiale aussi. Puis en tant que femme aussi, certaines joueuses font le choix de créer une famille pendant leur carrière. Moi, j'ai préféré l'autre choix. J'ai mis ma carrière en priorité. Et voilà, il y a beaucoup de choses que, en tant qu'athlète féminine, tu dois faire des choix. Et voilà, moi, ça a été de privilégier ma carrière sportive. J'ai ma famille au quotidien avec moi. Et puis, j'ai mes amis
Les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Moi, je pars de ce principe-là. Donc, surtout quand tu voyages beaucoup, c'est difficile de garder des liens solides, même si j'en ai quand même quelques-uns. Mais ouais, c'est beaucoup de... Faut pas avoir peur de se retrouver seul comme ça du jour au lendemain et de tout recommencer à zéro à chaque fois. Parce que quand tu vas dans un nouveau pays, seul, même si c'est très loin, tu recommences tout seul. Donc voilà, faut pas avoir peur d'être seul. Entre toi, tu n'as pas peur, tu n'as jamais eu peur. Non, disons que je me suis habituée à ça. Et je m'adapte assez rapidement. Et puis je suis assez sociable, donc je suis seule quelques semaines, quelques jours, et puis après, j'arrive à créer des liens rapidement. Donc confie-toi, je finis toujours par la même question. Quelle vérité tu aimerais que les auditeurs, auditrices retiennent sur toi après t'avoir écouté? Quelle vérité? Je sais pas, peut-être que par moments, les gens peuvent me voir comme une fille fermée, assez froide, parce qu'ils me voient sur le terrain. Et ils me voient pas en dehors, ils connaissent pas la fille que je suis en dehors. Et ouais, peut-être que après ce passage ici, les gens verront peut-être un peu plus mon côté sensible. Ils n'ont pas vu encore mon côté drôle. Je suis très drôle. Mais ouais, c'est que la joueuse qu'ils connaissent n'est pas non plus la femme. Beaucoup ne connaissent pas la femme, connaissent la joueuse, mais ne connaissent pas la femme. Merci Salma, merci pour ta confiance, merci pour ta sincérité. Confie-toi, c'est un espace de parole libre, de récits intimes pour des femmes qui osent être vraies. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez été touchés, parlez-en, partagez-le et surtout autorisez-vous vous aussi à vous confier.